Vous le saviez, vous, que le Haut Conseil à l'égalité publie un rapport sur l'état du sexisme en France tous les ans? Moi personnellement, j'en savais rien, j'ai décidé de faire quelques petites recherches que je vais vous partager aujourd'hui. Mais avant ça, je vous propose un petit jeu pour voir où est-ce que vous pensez qu'on se situe sur l'état actuel du sexisme en France. Selon vous, en France, combien de femmes déclarent avoir déjà subi du sexisme sur leur lieu de travail? 20%, 40%, 60% ou 80%? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et sachez que d'après le Haut Conseil à l'égalité, justement dans son rapport de 2023 et 2024, c'est 8 femmes sur 10 qui déclarent avoir déjà subi du sexisme sur leur lieu de travail, soit 80%. Deuxième question, lors des réunions, les femmes parlent en moyenne au moins autant que les hommes, 10% de moins, 30% de moins, voire 50% de moins. Encore une fois, je vous laisse réfléchir. Après plusieurs études en sociologie, dont celle de la Harvard Business Review et d'autres enquêtes sur la prise de parole en entreprise, les femmes prennent en moyenne 30% moins la parole que les hommes. C'était clair? Elles parlent 30% moins que les hommes. Pour la troisième question, on passe du côté de la maison et à votre avis, aujourd'hui, les tâches domestiques, comment sont-elles départagées? Est-ce que c'est majoritairement les hommes qui s'en occupent ou est-ce que c'est majoritairement les femmes? C'est réparti de manière équitable ou que c'est totalement égalitaire? Eh bien, sachez que même si les choses ont bougé de ce côté-là, ça reste quand même majoritairement les femmes qui s'occupent des tâches domestiques et qui consacrent entre 1h30 et 2 heures de plus par semaine que les hommes. Avant-dernière question, maintenant d'un point de vue global, combien de femmes déclarent avoir déjà subi du sexisme dans leur vie au quotidien? 30%, 50%, 70% ou 90%? Je vous laisse réfléchir. D'après le Haut Conseil à l'égalité et d'autres enquêtes complémentaires européennes, c'est minimum 7 femmes sur 10 qui déclarent avoir déjà subi du sexisme dans leur quotidien. Dernière question dont je vous donnerai la réponse un peu plus tard dans la vidéo. Selon vous, à quel pourcentage s'élève le nombre de personnes qui se sont déjà empêchées de faire quelque chose par rapport à leur genre, hommes ou femmes confondus? C'est la fin de ce petit jeu. Dites-moi en commentaire quel score vous avez sur 4 du coup. Et si certaines des réponses vous ont étonné, c'est justement pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Parce que le sexisme, on en a une image bien définie, on en entend parler depuis longtemps. Les choses ont bougé, les choses ont évolué, et heureusement, mais il y a peut-être encore des choses dont on ignore le réel impact. Et dans un premier temps, je vous propose qu'on fasse un petit point historique. Le sexisme, ça vient d'où? Le mot sexisme fait son apparition pour la première fois en Amérique lors des manifestations pour les luttes sociales en 1960. Il a été construit en référence directe au mot racisme. Le mot racisme vient du mot race et du suffixe isme, qui désigne une idéologie, une doctrine ou un système de croyances. En conclusion, le racisme désigne des croyances et des pratiques qui attribuent une valeur différente aux individus selon leurs origines et selon leur race. Pour ceux qui ne regarderaient pas la vidéo, j'ai mis des guillemets. Qu'elle soit réelle ou supposée, et qui peut mener du coup à des discriminations. C'est inspiré de ce principe qu'est né donc le mot sexisme, avec la partie sexe qui renvoie directement au genre d'une personne et le suffixe isme. Et par conséquent, on peut en déduire qu'il désigne un système de pensée ou de comportement qui repose sur l'idée qu'un genre serait supérieur à un autre. En réalité, ça va plus loin qu'un parallèle linguistique, c'est aussi un parallèle politique. Les militantes féministes des années 1960 l'ont utilisé pour mettre en avant justement l'idée que les deux reposent sur des mécanismes de domination et de stéréotypes. Quelques années plus tard, il fera son apparition dans les universités avec la professeure Pauline Litz, qui l'utilisera pour mettre en avant l'invisibilisation des femmes dans les travaux et les récits historiques. Et par la suite, il sera repris et diffusé notamment dans les ouvrages de Sheldon Vanauken dans les années 1969. Et c'est ça qui contribuera à le populariser, à le faire arriver jusqu'à chez nous, en France, dans les années 1970, notamment avec le mouvement de libération des femmes, qui est un mouvement féministe français qui revendique la libre disposition du corps des femmes par les femmes, et qui remet en question la société patriarcale. Et c'est important de rappeler ça, le mot il a une histoire, une intention, une construction politique. Il a été créé dans le but de nommer quelque chose qui existait déjà, mais qui n'avait pas encore de nom, pour le mettre en avant, pour le dénoncer. Ce qui nous amène directement à la question suivante, mais le sexisme, qu'est-ce que c'est et quelle forme ça prend ? On l'a vu dans la partie historique, le sexisme, c'est toutes les attitudes et comportements qui visent à penser qu'un sexe serait supérieur à un autre. Et dans notre quotidien, il existe plusieurs formes de sexisme. D'abord, le sexisme dit hostile, le plus visible, les remarques déplacées, les insultes, la violence, le harcèlement, ou encore le fait de rabaisser quelqu'un par rapport à son genre. Là, l'intention est clairement négative, dévalorisante, et franchement assumée. Les conséquences de ce sexisme peuvent être extrêmement dangereuses. Elles peuvent amener à de la violence verbale, physique, psychologique, pouvant mener directement à des agressions, voire à la mort. Et j'en profite pour vous faire une aparté. Si vous êtes victime ou témoin de violence, je vous affiche à l'écran tous les numéros qui pourront vous apporter de l'aide. N'hésitez vraiment pas à les contacter. Vous n'êtes jamais fautif de la violence que vous subissez. Revenons-en au sexisme hostile, c'est la forme qu'on reconnaît le plus facilement. Et évidemment, il existe aussi d'autres formes de sexisme un peu plus discrets. Enfin, ça dépend.
C'est ce qu'on appelle le sexisme bienveillant. Et contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, il pose tout autant problème. Je pense que passer par un exemple, c'est ce qui sera le plus frappant. Le sexisme bienveillant, c'est de dire à une femme « Laisse, je vais le faire, c'est trop compliqué pour toi ». Ou de supposer qu'elle sera forcément plus à l'aise pour s'occuper des enfants et de la maison. Le sexisme bienveillant, c'est aussi dans le monde du travail, ne pas proposer ce nouveau poste ou cette opportunité de projet à une femme plutôt qu'à un homme parce que, elle va bientôt avoir 35 ans, elle va sûrement faire des enfants. On va lui faciliter la tâche et donner directement cette promotion à Igor. Pourquoi Igor, j'en sais rien. Pourquoi pas. Le sexisme bienveillant, du coup, ça continue de nourrir les stéréotypes de genre. Une femme se doit d'être douce, patiente, d'aimer les enfants. Un homme, lui, c'est celui qui bricole, c'est celui qui s'occupe de la voiture et surtout, il ne pleure pas. Et vous pourriez me dire, oui, bon, on sait tous maintenant qu'un homme, ça peut pleurer et qu'une femme n'est pas obligée de rester à la cuisine. Oui, peut-être, mais à force de véhiculer ces idées-là, ça s'ancre dans la tête des petites filles, ça s'ancre dans la tête des petits garçons. Oui, ça peut partir d'une intention qui semble positive, mais malheureusement, ça ancre les personnes dans leur rôle que la société leur attribue. Et s'ils veulent en sortir, ils s'exposent à des critiques, des moqueries ou de la violence. Et ce sexisme-là, il a un petit côté pervers parce qu'on le reconnaît pas toujours, il est tellement ancré dans notre quotidien qu'on ne le voit plus, que c'est normalisé. Et c'est là qu'on en vient au sexisme ordinaire. Du coup, le sexisme ordinaire, ce sont toutes les paroles, toutes les actions, toutes les attitudes, tous les comportements, vous commencez à comprendre, basés sur des stéréotypes de genre que nous avons normalisés de par la société, les mœurs, notre éducation, notre culture, etc. Du coup, le sexisme ordinaire, c'est quand un couple hétéro se présente au concessionnaire auto pour acheter une voiture pour madame et que le vendeur s'adresse uniquement à monsieur, même une fois qu'il sait que la voiture est pour madame. Évidemment, ce même monsieur, quand il décidera de mettre en pause sa carrière pour s'occuper de l'éducation de ses enfants parce que ça lui tient à cœur, il s'entendra dire que ce n'est pas son rôle. Et il pourra même être remis en question dans sa virilité parce qu'il ne ramène pas assez d'argent au foyer. Alors que la seule chose qu'il a envie, lui, c'est de s'occuper de ses gosses. Ces trois formes de sexisme, hostile, bienveillante et ordinaire, elles sont pas indépendantes, elles se nourrissent les unes des autres. C'est le sexisme ordinaire qui va donner de la puissance au sexisme bienveillant qui, lui, va donner de la force au sexisme hostile qui actuellement donne de la force au masculinisme. En conclusion de cette première partie vidéo, j'aimerais dire que le sexisme, c'est pas juste une affaire d'égalité des salaires. Ça va bien au-delà de là. Ce sont toutes les discriminations, aussi minimes que gravissimes qu'elles soient, qui sont basées sur les stéréotypes de genre. Je vais prendre mon script sous les yeux pour cette partie-là, mais je ne vais pas aborder ici les questions liées à la transidentité ou à la transphobie. Non pas parce qu'elles sont secondaires, mais justement parce que ce sont des sujets importants qui méritent une vidéo dédiée. Deuxième point important, dans cette vidéo, on va beaucoup parler de la discrimination des genres envers les femmes, car c'est la plus documentée. Spoiler alert, si elle est la plus documentée, c'est qu'elle est aussi la plus fréquente. Oui, les hommes subissent des discriminations de genre, on l'a vu plus tôt, comme j'expliquais, avec l'homme qui souhaitait arrêter sa carrière, et certainement bien d'autres. D'ailleurs, vous les hommes qui regardez cette vidéo, si vous avez des exemples de discrimination de genre que vous avez vécu, je serais hyper intéressée que vous me les partagiez en commentaire. Bon. On a les bases du sexisme. Et maintenant, j'aimerais qu'on aille un tout petit peu plus loin. Et pour ça, il y a 2 mois, j'ai réalisé un questionnaire dont vous avez été 51 à répondre. Et je vous remercie énormément pour ça. Le but de ce questionnaire était simple, c'était de confronter l'image qu'on avait du sexisme, les préjugés qu'on avait dessus, à la réalité de ce que les gens vivent. Le questionnaire, je l'ai organisé en 2 temps. Premier temps, ce que vous pensez que pensent les autres. Pas facile. Deuxième temps, ce que vous vivez. Et je vous propose qu'on regarde ensemble les résultats que ça nous a donné. Vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous ai demandé d'imaginer combien de personnes se sont déjà empêchées de faire quelque chose par rapport à leur genre. Et bien, selon les répondants, c'est entre 50 et 75% des personnes qui se seraient déjà empêchées de faire quelque chose par rapport à leur genre. Autrement dit, collectivement, on sait que ça existe. On voit que ça touche beaucoup de monde autour de nous. Et donc, finalement, peut-être que le sexisme, on l'a encore un peu en visu. Et quand on retourne la question vers soi, c'est 60,8% des répondants qui se sont déjà empêchés de faire quelque chose par rapport à leur genre. Et c'est là qu'on voit que leurs stéréotypes de genre ont encore toute leur place dans notre société en 2026 parce que c'est plus de la moitié des personnes qui se sont déjà empêchées de faire quelque chose. À savoir que je ne l'ai pas dit plus tôt, mais voici la répartition des genres des personnes qui ont répondu à ce questionnaire. Sur la prise de parole en réunion, c'est 78,4% qui estiment que c'est les hommes qui prennent le plus la parole en réunion. Et c'est un chiffre qu'on retrouve dans la Harvard Business Review. Effectivement, en réunion, les hommes prennent plus la parole que les femmes. Et apparemment, sur le terrain, c'est aussi ce que vous vivez. La question suivante que j'ai posée, c'est les femmes qui s'affirment, comment sont-elles perçues? Les répondants avaient le choix entre compétentes, autoritaires, agressives ou autres. Et c'est autoritaire et pas très loin derrière agressif qui l'emporte. Ça en dit quand même encore long sur la place qu'a la parole de la femme dans la société.
Effectivement, si une femme qui a en tête que dès qu'elle va s'exprimer, dès qu'elle va donner son avis, dès qu'elle va défendre son opinion, eh ben, elle va être cataloguée d'autoritaire ou d'agressive, peut-être qu'elle va beaucoup moins donner son avis. Et sachez que ce mécanisme a un nom, c'est le double bind. Je sais pas si je le dis correctement, mais au moins je l'ai dit. C'est la double contrainte. Une femme qui ne s'affirme pas, on ne la prend pas au sérieux, et une femme qui s'affirme peut être perçue négativement dans la majeure partie des cas. Et dans les deux cas, elle se retrouve perdante. Et c'est pas une théorie abstraite. 64,7% des répondants déclarent s'être déjà sentis moins pris au sérieux à cause de leur genre, justement. Et 58,8% ont vécu une situation où leur avis a été ignoré ou moins considéré. Oui, je lis un peu parce que sinon je m'en sors plus dans ce que j'ai dit. Ce questionnaire, je vais pas vous le vendre comme une étude scientifique, c'en est pas une, j'ai 51 réponses. On pourrait remettre, et on devrait remettre en question la manière artisanale de le mener. Donc vous avez le droit de questionner les résultats. Le fait est que la majeure partie des résultats que j'ai retrouvés là, on les retrouve dans les études menées sur le sexisme. Et moi, la réponse que je voulais surtout avoir, c'était est-ce que la discrimination de genre est encore hyper présente dans notre quotidien? Et la réponse est oui. On peut s'empêcher de parler. Quand on parle, on peut avoir une mauvaise opinion de nous. Et encore, des fois, on s'empêche de faire des activités qu'on aimerait faire. Je ne vais pas et je ne peux pas minimiser toutes les victoires qui ont été remportées pendant ces années de lutte pour l'égalité homme-femme et pour que le sexisme baisse dans notre société. Mais ces victoires, aujourd'hui, elles ne sont pas suffisantes, on le voit bien dans les différentes études, dans le quotidien que vivent les femmes, dans le quotidien que vivent les hommes, que cette égalité a encore un poids dans la vie qu'on mène tous les jours. Et ça, c'est pas juste moi qui le dis, c'est le Haut Conseil à l'égalité dans son rapport de 2023-2024 qui rappelle que 80% des femmes déclarent avoir été confrontées à une situation de sexisme dans leur vie professionnelle. Le problème du sexisme, c'est que ce ne sont pas juste des paroles ou des comportements isolés. À force de se répéter, ça a des conséquences bien réelles. D'abord, ça crée et entretient des inégalités concrètes. Dans le monde du travail, par exemple, avec l'inégalité des salaires, aujourd'hui encore, on maintient 8% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes en faveur des hommes, ou encore l'accès à des postes à responsabilité, ou dans le quotidien avec des répartitions des tâches genrées et inégales. Ensuite, ça a un impact réel sur les individus eux-mêmes et sur leur construction. À force d'entendre certains messages ou de subir certains comportements, on finit par douter de soi, on finit par se mettre nous-mêmes dans une case et de s'empêcher nous-mêmes de faire des choses. Et ça influence aussi les choix de vie, les études, le travail, la manière dont on se projette dans l'avenir. Et bien souvent, c'est sans s'en rendre compte. Et l'effet le plus insidieux, c'est que le sexisme ne limite pas seulement les opportunités extérieures, il limite aussi ce que l'on est à l'intérieur. Il façonne ce qu'on croit possible pour soi. Mais aujourd'hui, l'une des conséquences les plus profondes du sexisme, même à petite échelle, c'est la normalisation des rapports de domination. L'idée, consciente ou non, que certaines personnes valent plus que d'autres selon leur genre. Et quand ces représentations s'installent, elles peuvent influencer les comportements, banaliser certaines violences et créer un climat où les inégalités paraissent normales, voire justifiées. Ce n'est pas pour rien que cette année, le Haut Conseil à l'égalité tire la sonnette d'alarme sur la montée en puissance du masculinisme. Le masculinisme qui s'appuie justement sur ces idées de hiérarchie entre les genres et sur le rejet de l'égalité. Je ne vais pas le développer ici, c'est un sujet qui mérite sa propre vidéo et elle est dans les tuyaux, mais retenez que sa progression n'est pas un hasard, elle n'arrive pas comme ça, comme par magie, elle s'appuie sur un terreau que le sexisme ordinaire a préparé. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on en retient de tout ça ? Le sexisme, on ne peut pas encore dire que c'est un concept du passé, il est très présent, ça on l'a vu. Ce n'est pas non plus réservé à des cas extrêmes, on le vit dans le quotidien. Il est dans les réunions, dans les concessions automobiles, dans certains compliments qu'on croit innocents et dans les choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Le but de cette vidéo n'est pas de taper sur les doigts de qui que ce soit, mais de continuer à nommer les choses et à les pointer du doigt pour qu'on arrête de les normaliser. Parce que discriminer quelqu'un, pour quelque raison que ce soit d'ailleurs, mais ici pour son genre, n'est pas tolérable. Et encore moins de justifier des comportements qui peuvent être agressifs et violents. Je vous invite à partager cette vidéo pour qu'elle touche le plus de monde possible. En plus, c'est ma toute première, donc je vous laisse me donner tous vos conseils en commentaire, me dire si elle vous a plu, si vous avez aimé le petit jeu, me dire tout ce que vous avez envie de me dire, et surtout aussi de me donner votre avis vis-à-vis du sexisme ordinaire, bienveillant, hostile, etc. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!